Donc, c'est quoi la mi-temps? Ben, la mi-temps, c'est en fait une série de conférences mensuelles présentées par Pour 3 points qui offrent des conseils, des ressources pour les coachs ou tout autre individu qui est engagé auprès des jeunes. Et ben, à l'occasion de la Semaine d'action contre le racisme, la mi-temps de ce mois-ci a pour thème Comment cultiver le sens de communauté au sein d'un groupe diversifié. Fait que pour vous mettre en contexte, ben, pour 3 points, on est un organisme qui forme des coachs sportifs, pour qu'ils aient un impact positif auprès des jeunes sur le terrain, mais non seulement ça, aussi dans leur vie de tous les jours. Alors, en quoi on est diversifié, nous, chez Pour 3 points? Ben, au sein de notre groupe de coach, par exemple, on a une proportion d'environ 2 tiers hommes, 1 tiers femmes, alors que du côté de notre personnel, c'est plutôt 1 quart d'hommes pour 3 quarts de femmes, donc Girl Power chez Pour 3 points. On a aussi la chance d'être représenté par des membres de la diversité sexuelle chez nos employés et chez nos coachs, l'inclusion étant évidemment une de nos valeurs les plus importantes. Nos coachs sont également à plus de 2 tiers issus de différentes communautés culturelles, tandis que dans notre staff, c'est plus du tiers de l'équipe pour qui c'est le cas. On a aussi une belle diversité des groupes d'âge chez nos coachs. On a autant des coachs de 18 ans que des coachs de 50 ans et plus dans notre communauté. Certains ont des jeunes enfants pendant que d'autres sont encore aux études. Donc, sans oublier la grande variété des sports et des milieux dans lesquels nos coachs œuvrent, ce qui nous rend tous évidemment très fiers. Pour vous donner une petite idée du déroulement de notre webinaire aujourd'hui, dès que j'aurai fini de parler, promis, ça s'en vient, il y a 3 de mes collègues qui vont vous présenter environ une douzaine d'énoncés qui répondent à la question thème, évidemment, comment cultiver le sens de communauté au sein d'un groupe diversifié, qui est évidemment avec des référents propres à Pour 3 points. Cette portion-là va durer environ 45 minutes, cette présentation-là. Et si vous avez des questions pendant la présentation, on a réservé une période d'environ 15 minutes à la fin de cette partie-là expressément pour y répondre. Donc, vous pouvez les garder pour plus tard, puis moi, je vous ferai signe quand ça sera le temps d'ouvrir le plancher aux questions. Mais si vraiment vous avez peur là, de les oublier, vous pouvez les déposer dans le chat du Zoom, puis nos invités vont pouvoir les adresser en temps et lieu. Donc, sans plus tarder, je vais vous présenter nos 3 invités pour la mi-temps d'aujourd'hui. On n'a pas eu à aller chercher très loin cette fois-ci, c'est excellent. Donc, je cède la parole à Fabrice Ville, qui est fondateur de Pour 3 points, à Laurence Proux-Terrien, qui est directrice des opérations, et à James Volel, qui est coach en formation. Donc, bonne mi-temps tout le monde! Bien, merci Anna pour l'introduction. Bonjour à tous et à toutes. Je trouve ça le fun parce que c'est un groupe en fait diversifié. Encore autant des membres de l'équipe de Pour 3 points qui sont ici, autant des coachs également, autant des personnes qui sont des sympathisants de l'organisation. J'ai vu Erika qui saluait Olivier, entre autres. Autant des coachs, il y a Yasser qui est présent, je vois, il y a Francis également, je pense que Régent aussi parmi nous, autant des personnes qui sont des personnes que je vais probablement apprendre à connaître aujourd'hui. Donc, je trouve qu'il y a une belle diversité au sein du groupe. Et ce que je nommerais, en fait, c'est que j'imagine que ce que ça permet de faire, c'est d'offrir une présentation qui est à multiniveau. Pour certaines personnes, c'est peut-être une introduction au contexte de Pour 3 points. Pour d'autres, c'est peut-être même, on va partager, James, Laurence et moi, on va partager des concepts qui sont pas la vérité absolue. On s'est rencontrés hier pour dire, ça a-tu du sens, qu'est-ce qu'on a à dire aujourd'hui? Puis on pense pas détenir la vérité, c'est plus de porter un regard sur quelques énoncés qui semblent, en fait, pour nous répondre à la question comment cultiver un sens de communauté au sein en fait, d'un groupe diversifié. Je soulignerais que l'idée nous est venue parce que, bon, on est dans le cadre de la Semaine d'action contre le racisme qui se termine demain. Le thème de la Semaine d'action contre le racisme, c'est lutter contre le racisme à l'ère du numérique. Et on a posé l'hypothèse que quand on pense au racisme à l'ère du numérique, il y a toute la polarisation justement, qu'on voit beaucoup dans les réseaux sociaux. Et le fait aussi que le racisme en lui-même et toute forme de discrimination provient du fait qu'il y a de la diversité. Si on était tous pareils, il n'y aurait pas de racisme. Si on était tous pareils, il n'y aurait pas de discrimination. Donc finalement, la diversité, c'est bien beau, on en parle, puis c'est placardé sur tous les murs des organisations maintenant,
mais elles génèrent en fait des problèmes. Donc, comment est-ce qu'on fait face à ces problèmes-là? Et donc, donc les énoncés qu'on va avoir tantôt, c'est de se dire, oui, c'est bien beau de dire qu'un groupe est diversifié, mais un groupe diversifié présente un lot de défis. Donc, comment est-ce qu'on deal avec ces défis-là? Donc, de construire des petites communautés. Moi, j'ai la croyance, et je pense que nos collègues aussi l'ont, que de construire un sens de communauté à petite et à grande échelle permet en fait de mieux vivre le vivre ensemble, que ce soit sur la sphère numérique ou autrement. Je nommerais aussi, avant d'aller dans le vif du sujet et partager mon écran, je nommerais aussi que le contexte de Pour 3 points, puis elle l'a un peu expliqué, c'est, je pense qu'on va partager aujourd'hui à 2 niveaux, autant au niveau de l'équipe de Pour 3 points que du lien entre l'équipe avec nos coachs, et même à certains égards, en fait, les coachs par rapport aux jeunes. Donc, il y a comme plein de layers différents de réflexion sur comment on peut cultiver le sens de communauté, en espérant que vous, dans votre contexte, que vous soyez coach, employé, n'importe quel type de praticien, soyez en mesure de vous dire, ben, OK, ouais, ça, je l'ai compris, ça s'applique différemment dans mon contexte à moi. Et qu'on va passer au travers des énoncés, moi, je vais les introduire et Laurence et James vont également commenter. On va passer quelques minutes par chacun des 11, je crois, énoncés. Donc, je ne sais pas si à ce stade-ci, James et Laurence, vous avez des commentaires en particulier où je peux me lancer dans la présentation des diapos? Oui. Présentation de diapos? Bon, oui. Alors, j'y vais à l'instant même. Ah oui, et ce que je nommerais également, c'est que je ne sais pas combien de temps va durer la partie présentation. Ça se peut que ça dure beaucoup moins que 45 minutes. Ça se peut que ça dure, en fait, ne serait-ce qu'une demi-heure, puis qu'ultimement, après, ben, on est à l'espace pour une discussion. Puis ça dure moins de temps de présentation, plus de temps de discussion, mais tant mieux. Puis sinon, ben, tant pis. ce sera ça. La première question qu'on s'est posée avant d'aller aux énoncés, parce qu'on dit comment cultiver un sens de communauté au sein d'un groupe diversifié, ça a paru un peu important de se dire, ben, c'est quoi une communauté, tu sais? Parce que, encore une fois, des fois, de parler d'un mot sans savoir à quoi on réfère, finalement, ça peut donner plein d'interprétations qui divergent. Donc, finalement, de manière très, très, très simple, hein, on n'a pas fait une étude on n'a pas fait une étude doctorale sur c'est quoi une communauté, quoi qu'on ait une expérience vécue. On est allé voir le petit Robert, puis on s'est dit, bon, qu'est-ce que le petit Robert dit? Puis le petit Robert dit, ben, une communauté, c'est un groupe social dont les membres vivent ensemble ou ont des biens, ou en fait des biens ou des intérêts communs. Peut-être pas des biens dans le contexte de Pour 3 points, on ne partage pas un condo ensemble, mais à tout le moins, ce qu'on partage, c'est potentiellement des intérêts communs. Et je pense qu'on est un groupe de différents membres. Et donc, finalement, il y a une forme de mise en... en fait, c'est sans utiliser le même mot, là, mais de mise en commun de certains éléments quand on est un groupe, puis là, on parle d'un groupe diversifié. Donc, la définition est très simple, mais ça nous est apparu, en fait, pertinent de la déposer pour dire, on réfère à quoi quand on va passer à travers les 11 principes, ben, c'est pour en arriver à ce qu'on a devant nous là, comment on cultive ça, ben, c'est ça, en fait, un peu l'intention qu'on propose. Donc, pour aller au-delà de la définition, le premier énoncé qui nous est venu, et encore une fois, je le nomme, c'est que ces énoncés-là, en fait, c'est vraiment, on aurait pu en avoir 14, 15, 20. On en a choisi 11, puis on pourrait les recouper. Et vous allez voir qu'il y a des liens les uns par rapport aux autres. Mais le premier énoncé qui nous est venu des 11, c'est... Il y en a 12, juste pour qu'on sache le même chiffre. Oui, il y en a 12. Merci, il y en a 12. C'est drôle parce que c'est vraiment drôle parce que j'aime le chiffre 9, qui est comme un triple 3. J'aime le chiffre 10, qui est un mot, qui est un nombre très clean, mettons. Là, c'est comme un nombre très carré. Le numéro 12 aussi m'apparaît comme les 12 travaux d'Astérix et tout. Le numéro 11, je ne l'aime pas. Fait que j'étais comme 11, c'est pas cool. Fait que je suis content qu'il y en ait 12 finalement. Fait que 12, nous sommes à 12. Alors, si c'est 12, la première des choses qui nous est apparue essentielle comme ingrédient actif dans le contexte de Pour 3 points, ben, c'est l'explicitation d'une intention commune. Ce qui est peut-être pas évident, mais dans un groupe, de tenter, dans un point de départ, de fixer une intention commune puis de rechercher à la découvrir au quotidien
permet justement le sens de communauté, hein, ou les intentions qui sont similaires à tout le moins. Puis, ce que je nommerais par rapport à ça, ce que je crois du groupe qui est ici, c'est que je fais le comparatif, par exemple, avec certains groupes, quand on pense, par exemple, de manière très, très large à une société. C'est pas très évident, en fait, de savoir c'est quoi notre intention commune dans une société ou nos intentions communes. Ou encore dans ceux qui œuvrent ou qui ont déjà œuvré dans le milieu corporatif, plus souvent qu'autrement, on ne retrouve pas d'intention commune au-delà de je vais au travail pour faire de l'argent. Et donc, ça peut miner en fait la capacité d'aller en commun dans quelque chose, dans une communalité. Ou même, encore une fois, je donne des exemples qu'on peut voir. On peut voir dans les médias souvent le secteur public, donc par exemple le milieu scolaire, le milieu de la santé, où on sent des fois un désengagement, on sent beaucoup de défis. Puis malgré le fait qu'on parle du milieu de la santé, on ne voit pas d'intention commune des gens qui en font partie. Et ce qui fait en sorte que les conflits émergent très, très rapidement. Donc, l'explicitation d'une intention commune est un principe qui semble essentiel pour en arriver à cultiver un sens de communauté. Donc, je ne sais pas si Laurence, James, qui veut commencer, peut-être Laurence, à dire, dans le contexte de pour 3 points, ça ressemble à quoi cette explicitation d'une intention commune? Oui, puis tu as nommé un des éléments qui moi, me paraît assez marquant, c'est le lien entre l'explicitation de l'engagement, de l'intention commune, comment ça soutient l'engagement finalement qu'on a dans cette communauté-là, parce que finalement, ben, on regarde vers la même chose, tu sais, on a la même intention, puis peu importe d'où on arrive, bien, ça part peut-être d'une motivation qui est intrinsèque d'agir face à cette intention-là qui est commune avec les autres membres de la communauté, tu sais. Puis finalement, moi, ça fait partie, entre autres, des valeurs de pour 3 points. Quand on parle les yeux sur le ballon, ben, c'est de se dire, ben, c'est quoi notre ballon? Tu sais? C'est quel ballon qu'on regarde? Puis c'est vers quoi est-ce qu'on va jouer finalement? Fait que ça, c'était un des éléments qui, moi, me paraît quand on parle de pour 3 points, ben, de rendre explicite de pourquoi est-ce qu'on existe, puis pourquoi est-ce qu'on on agit au quotidien dans notre travail. Puis c'est quelque chose qu'on se rappelle assez souvent, je pense, dans les différentes rencontres, dans des entrevues, de se dire, bien, pourquoi, pour 3 points existe pourquoi, tu sais, puis Emna l'a nommé dès le départ. Fait de se ramener vers c'est quoi notre vision, c'est quoi notre intention, ben, ça soutient, je pense, cet engagement-là dans la communauté. Et effectivement, moi je rajouterais à tout ça, ou bien je pourrais résumer à ce fameux qui se ressemble, s'assemble, où nos intentions qui nous sont communes à chacune, chacun, nous amènent à nous rassembler vers justement cet objectif de communauté sous le parapluie de pour 3 points. Oui, puis un élément qui m'apparaît pertinent, je pense que c'est aussi de ne pas avoir la prétention que l'intention, c'est pas de ne pas avoir la prétention qu'il y a une intention fixe, puis qu'on n'est pas invité à se re-questionner continuellement sur c'est quoi cette intention-là. Donc, c'est toujours d'en reparler, d'en rediscuter parce qu'on finit par la nuancer. Mm-hmm. Et je pense que des fois même, d'honorer le fait que c'est pas exactement tout le monde qui veut la même chose, mais qu'on arrive à rechercher quelque chose qui semble en fait pas mal similaire dans ce qu'on recherche. On n'est pas identique comme individu, mais on recherche sensiblement quelque chose de similaire. Donc, quand on en parlait hier, je peux imaginer, James, on parlait du fait notamment que quand les coachs commencent une retraite, ils ne se connaissent pas, mais tout ce qu'ils savent, c'est qu'ils sont avec d'autres mondes qui veulent soutenir des jeunes par le sport. Fait que juste ça permet de se dire, ben, ce qui se ressemble, ça semble, comme tu dis, à tout le moins par rapport à un élément. Là. Ouais. Si vous n'avez pas d'autres commentaires, on passera au suivant. Cool. C'est bon pour moi. Le deuxième élément, c'est drôle parce que je les lis puis je les relis, je me dis, ça me semble être des évidences, mais pour moi, ça ne l'est pas, mais ça semble être des évidences.
Mais c'est le partage, puis tu sais, ce qui se ressemble s'assemble, le ça. partage de caractéristiques communes. La semaine passée, j'étais à j'étais à un événement où un des conférenciers disait qu'un groupe homogène était plus efficace. Puis moi, ça m'a invité à considérer la recherche d'équilibre, parce qu'on fait vraiment la promotion de la diversité en ce moment dans nos sociétés. Mais comment est-ce que c'est aussi de non seulement avoir une intention commune, aussi de l'expliciter, mais de rechercher des individus qui partagent des points communs. Parce que si les individus sont à tous égards différents, il n'y a pas de possibilité de mettre des choses en commun. Donc, il y a quand même à la fois une diversité, mais comme deuxième élément, puis il n'y a pas d'ordre de priorité, là, mais comme deuxième élément, c'est quand même une forme de recherche d'homogénéité. Quels sont les éléments communs entre Laurence, James, Jérôme, que je vois à mon écran, Emna, moi-même, Margot qui est là, Virginie, etc., etc. Donc, dans tout le groupe, Yasser, quels sont les éléments communs que nous avons, qu'on recherche à l'entrée puis qu'on veut cultiver? Donc, finalement, il y a quand même un côté qui est pas juste on veut des gens différents, parce que la différence génère peut-être de l'innovation, mais on veut justement chercher une certaine cohésion. Donc, il y a vraiment un travail proactif de retrouver des gens par rapport à qui on est quand même homogène. Et je pense que de valoriser l'homogénéité dans la diversité semble quand même essentiel. Fait que Laurence, tu allais dire quelque chose, je pense, là-dessus? Bien, ce que j'allais dire, c'est que ça part aussi, je pense, d'un travail d'identifier finalement, c'est quoi ces bases communes-là qu'on cherche à avoir. Hein? Puis, dans le contexte de pour 3 points, souvent, on va se référer bien, aux valeurs. Hein? Puis, comment est-ce que ça s'évalue, ça, au moment de l'entrevue, par exemple, ou des rencontres d'exploration pour joindre l'équipe? Bien, ces conversations-là sont super importantes. Puis, hier, même quand on se préparait, je donnais l'exemple qu'une des premières questions qu'on pose en entrevue, c'est pourquoi tu as appliqué à pour 3 points, tu sais? Puis quand la personne, elle nomme aucunement ou ne fait pas référence au thème de la jeunesse, de l'égalité des chances, de pourquoi est-ce que pour 3 points existe et surtout le comment est-ce qu'on agit face à cette mission-là. Honnêtement, la personne n'est pas éliminée, mais à part moins avec l'évaluation du moins nous permet pas de répondre facilement à cette base commune-là qui est bien, pourquoi est-ce qu'on va travailler ensemble, puis est-ce qu'on a au moins ces valeurs-là qui sont communes dans ce qu'on entrevoit. Fait que ces critères-là d'évaluation sont super importants, puis ça part d'avoir identifié, bien, c'est quoi ces valeurs-là, c'est quoi ces bases communes-là qu'on cherche à retrouver dans la différence, mais qui va nous garder unis dans une forme d'homogénéité. Ouais. C'est en quelque sorte cette quête d'harmonie entre les éléments qui nous rassemblent, que je crois qu'on peut catégoriser comme homogène, qui fait de nous une équipe homogène. C'est ce que je ressens dans cette idée d'appartenir à cette communauté, quelle qu'elle soit, pour 3 points ou autre. Donc voilà, c'est des éléments rassembleurs. Puis même que je dirais, moi, en vous entendant, il y a quelque chose qui m'apparaît pertinent de noter, c'est à quel point il y a un travail rigoureux qui est fait dans la sélection des personnes pour identifier les gens qui partagent des caractéristiques communes. Donc, si on prend par exemple les valeurs, une de nos valeurs, c'est coachable, l'humilité et le partage. Humilité et partage impliquent la notion de volonté d'apprendre. Je pense que dans le groupe ici, il y a minimum, dans les membres de Pour 3 points, il y a minimum la moitié du groupe qui a reçu la question d'entrevue. Si tu avais recommencé la dernière année, qu'est-ce que tu aurais fait? Mais c'est comme on est comme drillé, c'est comme systématique finalement. Pas pour dire qu'elle est bonne ou mauvaise la question, mais ça devient systématique de dire on a un mode de fonctionnement pour dire on veut quelqu'un qui va nous dire X, Y, Z dans cette réponse-là. Puis si elle ne nous le dit pas, c'est pas qu'elle est exclue. On est pas, mais on a une réflexion sur on veut quelqu'un qui nous dit qu'elle est en constant apprentissage, on veut l'évaluer finalement. Donc, il y a quand même une application. Tu sais, James, tu as eu à déposer ton dossier de candidature, tu as eu à faire des entrevues.
il y a une rigueur à exercer. Je pense que ça peut sembler une évidence, mais il y a quand même une recherche d'intégrité entre l'intention dont on parle et comment est-ce qu'on l'applique dans la recherche des personnes du groupe. Oui. Ça se trouve qu'il y a beaucoup de questions qu'on pose à l'entrevue d'embauche pour des employés qui joignent l'équipe qui sont très similaires aux questions qu'on pose aux coachs qui vont joindre le programme de certification puis qui s'inscrivent dans cette communauté-là. Cette question-là, elle est posée à tout le monde, finalement. Et qu'on Ouais. cherche. Ouais, c'est ça. Vas-y, James. Oui, désolé. Donc, c'est ça. Est-ce que tu ramènes ces questions qui cherchent à trouver cette intégrité en chaque personne que vous interviewez? Effectivement, c'est ce que j'avais retenu de mon interview, surtout avec Margot. C'était des questions toujours qui venaient chercher en moi, qui me faisaient fouiller en ma mémoire avec toutes ces émotions que ça évoquait pour voir, ben, effectivement, est-ce que en répondant à ces questions-là, je suis sincère dans mon intention de vouloir faire partie de cette communauté, de ce groupe. Et c'est vraiment, c'est aller chercher cette personne, comme on dit en anglais, genuine. Voilà, Authentique. authentique, merci beaucoup. Mm-hmm. Et je sens que c'est ce que l'on recherche justement à amener dans ce groupe et dans cette communauté pour 3 points. Je ne sais pas si c'est intentionnel, James, mais ça fait 2 fois que tu réponds avec un super beau bridge pour notre énoncé suivant. J'ai l'impression que ben ça, vous évoquez toujours des choses qui me donnent envie de faire ce lien sans nécessairement avoir tous les énoncés devant mes yeux, mais cette conversation qu'on a eue hier, effectivement, ça m'est resté. Bah, cool. On t'a bien drillé. Fait que le troisième élément, puis je veux quand même faire une parenthèse parce que je veux être très soucieux, surtout des gens qui ne sont pas du contexte de pour 3 points. J'ai la confiance que ce qu'on fait présentement utilise l'expérience de pour 3 points, mais ce n'est pas pour faire un pamphlet publicitaire, c'est surtout pour parler de notre expérience, qui est la seule qu'on connaît finalement, en ayant confiance que vous pouvez la traduire dans votre contexte. Petite parenthèse que j'ouvre mais que je ferme. Maintenant, le troisième élément, donc oui, effectivement, James, tu as fait un lien. Chez Pour 3 points, je pense que ce ne serait pas faux de dire qu'il y a une attention quand même assez explicite à la vie humaine. Donc, des invitations à nous questionner sur nos émotions, nos pensées, nos sensations. Encore là, moi, je vais quand même juste partager des énoncés qui sont en lien avec le contexte maintenant des phénomènes peut-être humains. On parle beaucoup de système, on parle beaucoup d'organisation ces jours-ci, on parle beaucoup de comment est-ce qu'on veut justement vivre ensemble et on le fait de ma perception souvent de manière très, très, très mécanique. Et on parle des systèmes qui sont le système de santé, le système d'éducation. Là, j'arrête pas de revenir avec ces exemples-là. Là, je suis désolé pour ceux qui travaillent dans le secteur public, là, mais il y a vraiment quelque chose dans la recherche de communalité qui doit nécessairement passer à une attention spécifique à ce que vit l'individu. Donc, aujourd'hui, dans le contexte de Pour 3 points, il se trouve qu'il y a des personnes qui ont des backgrounds, même des qualifications, des études que ce soit en psychologie ou autre. Je regarde Jérôme qui est en philosophie, qui ont étudié ces questions-là par rapport à ce qu'on pense, comment on se sent, nos émotions, les sensations qu'on éprouve. Mais je pense que vraiment au-delà des qualifications, parce qu'il pourrait y avoir des gens qui sont en psychologie qui ne s'intéressent pas à l'humain. Je pense que d'abord et avant tout, avant même qu'on ait cherché les qualifications, il y a toujours eu cette curiosité-là, au-delà de l'expertise qui est détenue, à s'intéresser à qu'est-ce que l'humain vit. Parce que c'est uniquement en s'intéressant à ce que l'humain vit qu'on peut voir comment est-ce qu'on construit avec cet humain-là une communauté. Non, je m'arrête là parce que j'imagine Laurence et James, vous serez en mesure de mettre un peu de concret sur l'abstraction que je viens de nommer. Mm-hmm. James, voulais-tu y aller? Ben, ce que je voulais dire, ce que j'ajouterais à ce questionnement, effectivement,
comment dirais-je, ce qui m'a plu dans ce programme, c'est cet aspect où on est invité à une certaine introspection, à se regarder, s'évaluer sans se juger trop se juger en tout cas, sans être trop critique de nos actions et puis d'être au final, d'être en contact avec ce soi qui observe, qui est capable de s'observer et d'apprécier justement euh, chaque geste et fait que l'on pose. Mm. Ouais, puis moi, ce que je rajouterais à ça, c'est de reconnaître qu'au final, ce sentiment de communauté-là, puis cette création-là, c'est que ça part de soi individuellement, tu sais. Donc, de poser ces questions-là avec une curiosité envers soi, ben ça l'aide, en fait, ensuite de se poser ces questions-là dans une forme de curiosité envers l'autre. Tu sais, pour 3 points, on a cette habitude en début de rencontre, souvent en début de journée, de faire une forme de check-in, comment est-ce que chaque personne arrive à la rencontre. On fait aussi ça dans les journées de formation. C'est comme d'avoir ce muscle-là qui s'entraîne en quelque sorte, de se dire, ben, genre, j'arrive comment? Qu'est-ce qui est présent pour moi en ce moment? De me connecter à mes pensées, à mes sensations. Bien, ça l'informe aussi de ben, c'est quoi l'énergie présente aujourd'hui dans le groupe, tu sais. Puis ça, je pense que c'est un muscle, en quelque sorte, tu sais, qui s'exerce dans une curiosité envers soi puis une curiosité envers l'autre. Puis dans ce partage-là, ça me fait aussi penser quand je reviens encore à nos entrevues, tu sais, nos entrevues autant d'embauche que de coach, que souvent, dans l'introduction, on met tout de suite en place que c'est une exploration qui se veut mutuelle. Tu sais, on souhaite aller à la rencontre de l'humain qu'on a devant nous, qu'on souhaite à découvrir, qu'on est sérieusement curieux à connaître, parce qu'au final, c'est avec un humain qu'on va travailler, puis qu'on n'est pas une machine à débouler des questions de sors-moi tes meilleurs coups dans ton CV ou tes plus grands exploits, c'est parle-moi de toi, tu sais. Puis c'est ça que je cherche à aller découvrir. Puis la personne est amenée aussi à poser ces questions parce que finalement, on est ensemble, tu sais. Donc, si la personne peut aussi poser ces questions pour savoir elle a affaire à quel humain, finalement, dans cette perspective de travailler ou de s'inscrire dans la communauté comme coach en formation, bien, on cherche cette exploration-là mutuelle, tu sais, de la découverte de l'humain qu'on a devant nous, tu sais. D'ailleurs, je me permets, là, je pense que c'est avec bienveillance, là, mais je me permets quand même une critique, encore une fois, ça paraît que j'ai, disons, ma critique de certains milieux, mais je vais le catégoriser, là, c'est comme ça peut être dans tous les milieux, mais ça peut être entre autres dans le milieu, je le vois comme étant prédominant dans le milieu corporatif, entre autres. Souvent, les gens vont dire qu'on a une culture très humaine. Et il y a probablement jamais eu, à toute fin pratique, jamais eu de questionnement de qui que ce soit par rapport aux émotions vécues par une personne dans un contexte. Et là, les gens travaillent pendant des années dans des milieux où, à aucun endroit, leurs émotions sont explorées. Et donc, on parle d'un pan important, en fait. Donc, finalement, quand on pense à cultiver une communauté ou lutter contre les discriminations qui se logent dans qu'est-ce qu'on pense, qu'est-ce qu'on vit comme émotion, puis qu'est-ce qu'on a comme sensation, s'il n'y a aucun inquiry sur ces éléments-là, on n'arrive pas justement à construire ensemble le sens de communauté. Fait que, si jamais, à moins qu'il y ait un autre commentaire sur ce sujet-là, je passerai au 4e. Oui. Le 4e, qui est aussi un lien, donc c'est de porter un regard sur les contextes, donc autant les contextes individuels, donc les contextes qui concernent les différentes personnes, que le contexte collectif, et de se poser la question ou de porter un regard, encore une fois, sur qu'est-ce qui se passe par rapport à nous et qu'est-ce qui se passe par rapport à nous, nous au singulier et nous au pluriel, devient en fait une manière justement de cultiver ce sens de communauté-là. Ça fait peut-être un peu écho
au numéro 2, qui est l'explicitation de l'intention commune, mais je pense qu'il y a quelque chose qui est un peu plus nuancé sur celui-là. C'est que je m'arrêterai là en vous posant la question, Laurence, James, si vous voulez en fait aller un peu plus loin sur ce inquiry-là. Peut-être, Laurence, si jamais tu veux parler en fait de ce qui est devant nous. Ouais, puis oui, je pense que ça a des liens avec ce qu'on dit un petit peu plus tôt dans, ben, ça part de soi, ça part de la curiosité envers soi et envers l'autre. Puis je pense que dans le contexte de Pour 3 points, il y a même une structure intentionnelle qui permet de poser ces regards-là sur l'individu et le collectif. Je pense à les différents types de rencontres qu'on est venu préciser sur, ben ici, on est plus dans quelque chose de très opérationnel, alors qu'on a des rencontres qui explicitement vont inviter à poser un regard plus sur notre contexte, sur le collectif, sur pourquoi est-ce qu'on existe. Donc, de naviguer à travers ces différents types de rencontres-là, bien, soutient de manière, moi, je dirais intentionnelle, ce regard-là. Puis, il existe même ce qu'on appelle, nous, les GPS, là, donc nos groupes personnels de soutien, qui va vraiment s'intéresser au regard sur bien, comment est-ce que tu vis, toi, dans les contextes que tu es amené à vivre dans la communauté. Puis, cette intention-là, vraiment de se concentrer sur l'individu qu'on a devant nous. Puis c'est vraiment un filet, finalement, qui permet à chaque individu de se retrouver dans cette structure-là qui observe les différents contextes, autant individuels que collectifs. Hein. Puis je pense que c'est de reconnaître que cette curiosité-là, je reviens beaucoup avec la curiosité, mais c'est aussi comment est-ce que tu t'ouvres et que tu reconnais c'est quoi ta réalité dans les différents contextes, puis comment est-ce que tu t'ouvres aussi aux réalités des autres, puis de reconnaître que on n'a peut-être pas les mêmes réalités dans un même contexte. Oui. Ce que ça m'a ramené à un souvenir d'équipe que j'ai coaché au secondaire, où je pense que c'était en 2019, effectivement. Je les ai amenés à chacun ayant sa réalité individuelle et puis c'est-à-dire ses ressemblances, ces points sociaux qui rassemblent un ou deux des petits groupes dans l'équipe. J'ai voulu recréer un esprit collectif à travers de nouvelles choses à découvrir en dehors du sport. Fait que j'ai instauré le principe de esprit créatif, jeu créatif, des artistes. Et donc, on a pu, chacun dans notre individualité, moi-même inclus, aller fouiller un peu dans cet esprit de créativité pour amener quelque chose de créer une communauté artistique en jouant au sport. Puis la contribution de chacun a été, quelques-uns ont eu cet éveil où ils s'exprimaient beaucoup plus sur le terrain avec une certaine habileté que je n'avais pas connue avant pour ceux que j'avais déjà coachés. Et d'autres, ils se sentaient, ils avaient ce sentiment d'appartenance dans ce contexte sportif pour s'exprimer d'une manière autre que ce qu'ils avaient l'habitude de faire. Si on a complété celui-là, on passe au suivant? Oui. C'est drôle parce que celui-là, je ne suis même pas encore sûr de savoir qu'est-ce qu'il veut dire, mais on va le dire pareil. On a parlé hier, puis on porte la croyance que, donc je le lis, la littératie interculturelle de certains membres de la communauté, je vais essayer de l'articuler de manière claire, là. Go, Fabrice. Vas-y. C'est on fait l'hypothèse, encore une fois, au service de construire le sens de communauté,
qu'il y a des personnes qui, en raison de leur expérience de vie, donc l'expérience de vie génère certaines attitudes, d'être un peu les traducteurs en ce qui a trait à la lecture des codes culturels d'un groupe donné. Donc, il y a des codes culturels associés. Donc, oui, nous sommes chacun des individus, mais chaque individu appartient à des généralités. Donc, si vous pensez à votre famille, par exemple, ben, votre famille familiale au sens biologique du terme a des codes culturels qui sont différents des autres familles. Donc, on va savoir que la famille Ville n'est pas la même que la famille Proutérien. Ce n'est pas la même famille. Donc, il y a des codes. Laurence s'est souri, elle dit. Alors, il y a vraiment des codes. Et finalement, par rapport à un groupe, être une femme, il y a des codes. Être un homme, être une code. Être une personne noire, être une personne qui vient de Montréal, être une personne qui vient de Québec. Et la littératie interculturelle provient de l'hypothèse qu'on fait, c'est d'avoir certaines personnes dans le groupe qui ont développé une habilité à lire certains des codes culturels d'une culture et à les traduire de manière à construire des ponts. Et sinon, si ça n'existe pas, ça crée des silos. Donc, indépendamment de l'intention commune, s'il n'y a pas ces personnes-là qui peuvent faire des shifts à différents niveaux, puis je pense que tout le monde le fait finalement, peut-être à différentes intensités, bien, on crée des silos si on se parle, puis finalement, ça se choque. Donc, moi, c'est là où je pense que je référerais à cet élément-là qui est la littératie interculturelle. Puis je vous écouterai, puis j'ai peut-être un exemple à déposer, mais Laurence et James, je ne sais pas si vous avez des éléments à partager qui évoquent ce principe-là. Je pense que je l'ai mieux fait que hier. Oui, certainement. Ben, juste pour ramener cet exemple que j'ai donné au point précédent, c'est-à-dire qu'on parle de littératie interculturelle, ce qui me colle surtout, c'est l'interculturel. Ayant moi-même coaché des jeunes d'horizons différents, de familles nouvellement arrivées, de pays différents, j'ai eu à faire ces ponts, justement. Ma sensibilité par rapport à découvrir l'autre m'a permis de, justement, trouver des façons de créer des liens entre ces jeunes. Déjà, oui, ils ont l'école qui est un point commun, mais sur le terrain, j'amenais autre chose. J'amenais même mon élément, mon bagage personnel. Même si je suis adulte, j'ai vécu une jeunesse aussi. Fait que c'était un peu me retrouver dans ces années d'adolescence que je ramenais sur la table avec ces jeunes. Oui, puis je pense que dans ce que tu nommes, James, il y a le fait de reconnaître la différence, puis de s'ouvrir à cette différence-là, finalement. Ouais. De l'honorer, puis d'intentionnellement agir de manière à ce que les différences, finalement, nous unissent sur ce qui est notre but commun, finalement. Mais ça part de la reconnaissance de la différence. Exact. Cette sensibilité-là, comme tu la nommes, de finalement l'honorer. Tu sais. Juste ce qui m'a amené à ça à un moment donné, petit fait cocasse, c'est que quand je suis arrivé au Canada, j'avais 10 ans, donc à Brossard. Puis bon, j'ai fréquenté l'école à Montréal, au Collège français. Puis pour moi, ben, en prenant le transport public, tout ce que je voyais, toutes les personnes qui pour moi étaient d'une peau noire, foncée ou pâle, peu importe, pour moi, c'était des Haïtiens. Jusqu'à ce que un jour, je me rends compte qu'en parlant créole à une personne, même qui me regarde avec les yeux un petit peu perdus, disant que qu'est-ce que tu me racontes? Mais c'est là que je me suis rendu compte que oui, il y avait des différences. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à être plus curieux. Puis moi, quand j'entends ton exemple, c'est de voir, il y a peut-être des traits communs à être noir, mais ce n'est pas tous les noirs qui sont pareils. Et là, on peut jouer là-dedans. On peut jouer là-deddans tout le temps, dire ouais, mais on se ressemble là, mais on est différents. Donc, c'est toujours pareil, pas pareil. Il y a le jeu, quand on était enfant, pareil ou pas pareil. Exact. Je ne vais pas m'échapper, mais il y a vraiment cet élément-là d'être capable de lire justement en quoi on est pareil, en quoi on n'est pas pareil et qu'est-ce que ça veut dire dans l'action qu'on pose au quotidien. Le 6e,
Il y a quand même des liens dans ce qu'on a déposé là, mais un sixième, je pense qu'il y a un engagement. C'est toujours une question d'engagement. C'est pas pour dire que c'est une vérité qui est fixe. Hein. Je ne veux pas dire ici qu'on déclare que pour 3 points, c'est un espace sécuritaire pour tout le monde. Ça ne l'est pas, c'est pas vrai. D'autant plus que quand on parle de sentiment de sécurité, il y a une seule personne qui peut savoir si un espace est sécuritaire pour elle-même. C'est la personne concernée par son propre sentiment de sécurité. Donc, je suis un peu imposteur, je crois, de dire pour 3 points, c'est un safe space pour toutes les personnes qui y œuvrent. Parce qu'à plusieurs égards, des fois, on se sent en sécurité, des fois, on ne se sent pas en sécurité, puis c'est vrai pour moi-même. Mais je crois que nous avons collectivement un engagement au sentiment de sécurité des personnes dans l'expérience qu'elles vivent. Et donc, sentiment de sécurité, c'est simplement justement dire, est-ce que la personne, elle se sent à l'aise de s'exprimer? Est-ce que se sent sous la menace si elle s'exprime? Est-ce qu'elle se sent en confiance d'agir, de faire des erreurs? Donc, il y a vraiment cet élément-là de... Je pense que le mot sécurité, je n'ai pas à mettre beaucoup de théorie là-dessus. Tout le monde est capable de se dire, moi, à tel endroit, je me sens safe, et à tel endroit, je me sens moins safe. Je m'arrête là. Je suis soucieux notamment du temps, mais je suis soucieux aussi de pouvoir vous laisser la parole, James puis Laurence, si jamais vous avez des commentaires sur cet élément-là. Oui, ben, la seule chose, je pense que je rajouterais, c'est justement un engagement à soutenir, favoriser. Fait que ça s'illustre dans différentes petites actions, dispositions de rencontres, environnement, par la présence, par la dynamique. Fait que c'est difficile de dire, ben là, le meeting de vendredi, là, ça va être un safe space tout le monde. Fait que soyez en sécurité. C'est plus qu'est-ce qu'on peut faire intentionnellement dans ce questionnement-là de qu'est-ce qu'on estime qui va favoriser ou soutenir le sentiment de sécurité pour chaque personne, sachant qu'on n'en a aucune assurance, là, finalement, parce que ça revient à chaque individu. Oui. Ce que je collerais à ça, c'est par rapport à mon expérience, c'est surtout de savoir que en tant que coach, oui, je représente une figure d'autorité aux yeux de ces jeunes, mais en même temps, je veux qu'ils sachent qu'ils sont en mesure de s'exprimer et que je tends l'oreille pour les écouter, je prête des yeux pour les regarder et qu'ils sachent que je suis là, je peux être là pour eux de manière seule à seule ou devant le groupe. Donc, cet engagement en tant que personne ayant un peu plus d'expérience, si on veut, entre guillemets, peut, et je suis en mesure d'offrir ce sentiment aux plus jeunes. Point suivant? Cool. Je sauterais celui-là. À moins que vous me dites, je sauterais par souci de temps et j'ai l'impression que ça flot mieux d'aller au suivant. Puis on pourrait y revenir en conversation au besoin, si ça vous va. Moi, ça me convient. Okay. Ça marche. Jay, ouais? Ben, parce que je pense qu'il y a un point plus proche du 8, en fait, qui est une intention d'inclusion de la part des personnes en position d'autorité. Dans le contexte de pour 3 points, en fait, premièrement, de manière générale, ce que je nommerais, c'est puis on va y arriver, par exemple, aux dynamiques de pouvoir, mais je pense qu'on ne peut pas faire abstraction de la responsabilité des personnes en position d'autorité dans un contexte donné pour cultiver le sentiment de communauté. Et je pense qu'il y a une responsabilité accrue des personnes en position d'autorité d'avoir une intention, d'une part, et de poser des actions en lien avec cette intention-là. Dans le contexte de pour 3 points, je pourrais nommer brièvement que moi, il y a un conseil d'administration, qu'on est au BNL, il y a le conseil d'administration. Minimalement, je reconnais que le conseil d'administration m'accorde une très grande confiance dans ma manière d'interagir avec l'équipe opérationnelle et les coachs. Donc, moi, j'ai cet espace-là pour cultiver, en fait, ou de vivre l'expérience de l'inclusion dans le contexte de pour 3 points. Et en même temps, ce que je nommerais, c'est que je pense que, puis c'est drôle à dire parce que c'est rare, je pense que c'est la première fois, Laurence et moi, qu'on fait une présentation ensemble, publique, mais ça fait 5 ans qu'on travaille ensemble, il était temps.
Mais ce que je dirais, c'est, je pense qu'on joue un tandem où, malgré mon intention, Laurence est à bien des égards bien meilleur que moi à être en situation de soutien pour que les gens se sentent inclus. Donc, j'ai beau dire que j'aime la bienveillance, toutes ces affaires-là, je peux pas mal des fois être très exigeant. Donc, je trouve que dans cette intention-là, elle dépasse peut-être une seule personne. Fait que je trouve ça cool de le nommer parce que j'ai l'impression que dans le trio qu'on est de présentateurs, il y a aussi un duo de 2 personnes où il y a une négociation de comment cette intention-là d'inclusion se manifeste. Mm. Oui, puis je pense que dans ce que tu nommes, c'est quand on parle de dynamique, bien, je pense que c'est ça, c'est un regard sur la dynamique, puis un regard sur c'est quoi la situation actuelle en quelque sorte. Puis il y a des décisions dans lesquelles on est amené à prendre avec une forme de cohérence avec cette intention-là, finalement, d'inclusion. Donc, c'est de se dire, bien, finalement, on en est où en termes de diversité des genres, on en est où en termes de diversité culturelle au sein de l'équipe, puis de soutenir cette intention-là que chaque personne, puis là, je fais le lien avec, je pense que c'était notre numéro 5, là, quand on ne savait pas trop quoi présenter par rapport à la littératie interculturelle, finalement, mais je pense que les personnes en position d'autorité se doivent, en quelque sorte, d'avoir cette capacité-là à reconnaître la différence puis de voir comment est-ce que chaque personne se sent inclus dans la communauté. Oui, ça passe par la curiosité, l'ouverture d'esprit. James, c'est pareil pour toi. Moi, je le nommerais brièvement sans te l'imposer, mais je pense que le coach joue un rôle similaire. Dans le contexte de pour 3 points, tu n'es pas en position d'autorité nécessairement, mais dès que tu te retrouves avec tes jeunes, là, cette année, la pandémie change, mais il y a automatiquement un rôle qui t'est attribué qui t'invite au respect du principe numéro 8. Oui, je peux faire un bref parallèle avec ma vie professionnelle en tant que massothérapeute en milieu clinique. J'ai une certaine autorité à un moment donné dans l'espace d'une heure. Point suivant, sans rusher, je maintiens une certaine cadence sans être dans un méga rush. Là. Il y a toujours un corollaire, en fait, à l'autre élément, c'est au point 8. Le 9, c'est une curiosité par rapport aux dynamiques de pouvoir au sein des organisations, c'est-à-dire cultiver le sens de communauté. On ne peut pas faire l'économie de reconnaître qu'il existe dans un groupe des rapports de pouvoir, puis d'être curieux par rapport à quel est l'impact de ces rapports de pouvoir-là, de ne pas prétendre qu'ils n'existent pas, d'honorer qu'ils existent, et après se poser qu'est-ce qu'on fait avec. Il existe, mettons, dans un extrême du spectre, des contextes où les rapports de pouvoir sont explicites et sont imposés, puis c'est une vérité absolue. Donc, si on prend l'exemple d'une dictature, je ne pense pas que les dictateurs se cachent du pouvoir qu'ils détiennent, puis ça s'arrête là. James rit parce que notre pays d'origine nous ramène aux années 80, en fait, 80, mais même avant, en fait. Même avant, oui. Même avant, mais à l'opposé, de créer des communautés. Des fois, on parle de communautés, ou des communautés où on dit que le pouvoir n'existe pas. C'est aussi une illusion, en fait, qui génère le même type de dictature, parce que finalement, les rapports de pouvoir sont cachés. Je m'arrête avec les éléments peut-être plus abstraits et théoriques, là, encore une fois, pour vous inviter à partager, si vous avez des commentaires, Laurence, puis... Oui, puis rapidement, là, moi aussi, j'ai un souci de... j'ai comme pas envie qu'on saute entièrement l'espace de discussion puis de questionnement, fait que je vais me faire courte. Mais je pense que dans le contexte de pour 3 points, pour ceux qui le vivent et qui ont accès, mais tout notre système et tout notre cadre de fonctionnement et de gestion exprime exactement cette intention-là de nommer, d'observer c'est quoi les sphères de pouvoir, comment est-ce que les dynamiques de pouvoir s'installent au sein de l'organisation, comment est-ce qu'en équipe, on les observe, on tente de les redéfinir, sans dire qu'ils n'existent pas, mais c'est de se dire où est-ce qu'ils se retrouvent, puis comment est-ce qu'on agit dans ces différentes sphères de pouvoir-là. C'est vraiment un équilibre, tu sais, à rechercher entre
entre ces différentes dynamiques-là, qu'est-ce qui est un pouvoir qui revient à une personne, à un groupe, qu'est-ce qui est un pouvoir entièrement partagé. Fait que l'intention pour ceux qui l'ont lu ou qui ont eu accès, le projet Coccinelle que nous, on appelle, bien, ça témoigne de cette intention-là de se dire, bien, on cherche à observer et à redéfinir finalement les dynamiques de pouvoir au sein de l'organisation. Puis ça fait maintenant plus de 2 ans là, qu'on est dans ce mouvement-là. Oui. On sent que tout le monde dans l'organisation marche, ouais, je vais dire, comme bras dessus, bras dessous. Et je ferais peut-être écho, parce que ça vaut la peine de le mentionner. D'ailleurs, il y a Will qui est présent je pense qu'il est présent, il était tantôt, Will Falcao, qui est un de nos collègues qui travaille avec nous depuis plusieurs années et avec qui on a élaboré en fait un programme qui est en lien avec l'étude qu'il fait au sujet de l'approche humaniste au coaching, qui vise justement, encore une fois, à redéfinir le rapport de pouvoir entre le coach et l'athlète. Le point aujourd'hui, c'est pas de parler de l'approche humaniste, mais je fais quand même un lien avec comment, dans le contexte sportif, ça se manifeste. Et il y a des écrits sur cette pratique-là qu'on met en pratique. 10e, je le sauterais aussi. Je fais la proposition de le sauter parce que, en fait, non. James, c'est toi qui avais parlé de ça, puis je trouve qu'il y a quelque chose, je te laisserai la parole, en fait, si jamais ça te va de commenter. Ben, c'est-à-dire que, oui, merci. C'est parti hier de cette fine frontière entre ce qui est moral et éthique, et puis ça m'était venu surtout après quelques conversations dans un groupe Facebook où on parlait de choix moraux par rapport à son business en tant qu'entrepreneur. Donc, c'est de là qu'est né cet apport hier. Et puis, ben, comme je t'avais dit, je trouvais que ce mot moral était pas mal rigoureux. Je trouvais que c'était comme trancher le bien, le mal, et par rapport à l'éthique qui est un peu plus malléable et qui peut amener, qui est cette base à ce qui est moral. Donc, d'où cette traduction que tu en as faite, que je préfère même, c'est-à-dire les règles strictes et les principes flexibles. C'était vraiment de là qu'est né tout ça. Puis peut-être un commentaire bref là-dessus. Encore là, toujours l'intention de cultiver un sens de communauté. S'il n'y a pas de règles dans une communauté, il n'y a pas de communauté. C'est pas compliqué. Ouais. Ça prend des règles. Ouais. Ça prend des règles qui soutiennent l'engagement commun. C'est de mesurer le niveau d'intensité et de contrainte, en fait. Puis là, ça va dépendre des circonstances, en fait. Ouais. Le cadre. Un cadre de fonctionnement, exact. Je m'excuse d'avoir interrompu. 11e? Mm-hmm. Ouais. C'est drôle parce que c'est comme... On parle on est dans la semaine d'action contre le racisme, puis c'est vraiment juste en 11 qu'on arrive à dire de l'apprentissage sur des concepts clés liés aux enjeux de discrimination et d'équité de manière variable. On parle beaucoup présentement de l'importance de s'éduquer aux différents enjeux, puis d'en apprendre sur le contenu. Donc, il y a des livres, des documentaires, des films, etc., des conférences qu'on peut faire. Puis finalement, on ne peut pas faire l'économie on peut pas cultiver une communauté en allant vers 11 sans regarder les 10 autres premiers. Mais le 11e est aussi important. Et je dirais que de manière variable, chez Pour 3 points, on crée des espaces. On est loin d'être parfait, mais on crée des espaces où il y a de la formation auprès des coachs, à certains égards auprès des employés, mais pas de manière systématique. Mais il y a quand même quelque chose qui demeure de l'ordre de savoir c'est quoi les notions. Quand on parle de racisme, c'est pas de parler du racisme de manière à ignorer tout ce qui a été écrit sur le sujet. Donc d'asseoir notre vivre ensemble sur de l'information rigoureuse est quand même assez important, en fait. Je pense qu'on tente de le faire à tout le moins minimalement. Mm-hmm. Moi, j'aurais rien à rajouter avec ce que tu as dit. Je pense que
c'est cool que ce soit le 11e, sans le placer dans un ordre hiérarchique. Je pense que c'est bien que ça en fasse partie, puis qu'il y a 10 autres énoncés avant qui sont mis en valeur, en fait. Oui. Je n'ai rien à ajouter à tout ce qui est dit, là. Ben allons, on peut aller au 12e dans ce cas-là. Le jeu et l'humour fait partie, dans notre contexte, les deux, c'est deux choses différentes qui s'appliquent de bien des manières différentes, mais moi, il y a notre valeur Shake It Up. Une de nos 4 séries de valeurs, c'est vraiment plaisir et initiative. Et je pense qu'on devient de mieux en mieux dans le contexte de Pour 3 points à cultiver l'humour. Et là, tu sais, Jérôme, je ne veux pas bâtardiser ta thèse que je n'ai pas encore lue non plus, mais moi, mon interprétation, parce que Jérôme, en fait, pour ceux qui ne le connaissent pas, fait sa thèse de doctorat sur l'humour éthique. Donc, je ne peux pas prétendre que je suis un philosophe de l'humour, là. Mais par contre, ce que je nommerais, c'est l'humour permet, en fait, de vivre des expériences qui peuvent quand même être sérieuses, puis de les intégrer d'une manière qui est quand même légère et sérieuse en même temps. Je pense, Emna, qui nous a introduit, si vous n'avez pas vu le concept Mon ami blanc, mon ami blanc avec lequel Emna est impliquée, c'est une autre manière de vivre par l'humour des réflexions super, super sérieuses. Mais de cultiver un sens de communauté, de garder ce sens de légèreté-là à plein d'égards différents. C'est sûr et certain que ça tisse des liens. Je ne vais pas commencer à vous imposer la fois que vous avez ri ou vous avez joué à quelque chose, ce que vous avez ressenti, mais je serais étonné que quelqu'un dise « Ouais, jouer, ça m'empêche de me sentir appartenir à un groupe. » tu sais. Le plaisir d'être ensemble dans une forme d'une simplicité, d'une légèreté, mais qui finalement nous unit puis nous crée une expérience positive commune. Oui. Bon, oui, ça clôt le... ça clôt le... Non, t'es pas obligé de dire quelque chose. Non, je n'ai rien à dire là-dessus. Je pensais à des trucs, puis, mais c'est ça. Ça va étirer le temps. Mais si ça va, vous avez devant vous les 12 fameux principes. Je ne vais pas les répéter. En fait, ils sont là, puis on va trouver une manière que vous ayez accès de toute façon. J'aurais comme élan peut-être d'arrêter le partage d'écran à ce stade-ci. Puis inviter aux questions, commentaires, ça irait-tu comme ça? Oui. Oui. Alors, merci beaucoup à vous trois. Je vais m'ajouter dans votre quatuor d'écran comme ça. Exactement, donc c'est maintenant l'heure de prendre vos questions. Je vois qu'il y a eu quelques personnes qui ont mis plus des commentaires super instructifs, soit dit en passant, dans le chat. Pas nécessairement des questions, par contre. Donc, peut-être que j'ouvrirai le plancher. S'il y en a parmi vous qui veulent les poser de vive voix, vous pouvez soit vous lancer du style popcorn, comme on appelle dire chez Pour 3 points, ou lever la main avec la petite icône de main bleue dans Zoom si jamais vous ne voulez pas vous parler un par-dessus l'autre. Mais oui, je vous inviterai, si vous avez des questions, à les poser à nos 3 valeureux invités. Puis je pense, tu sais, encore là, je pense pas que c'est un conseil. Je pense que c'est ce qui me vient dans la question, là, sans que ce soit une vérité, mais il y a entre autres le lien avec tu sais, le rôle des personnes en position d'autorité ou en rôle de pouvoir. Bien, s'il y a cette volonté-là, il y a cette sensibilité-là, bien, je pense que ça passe par l'accumulation de petites actions. Donc, tu sais, si on parle au conseil d'administration, par exemple, dans un principe de gouvernance, bien, il y a des règlements, il y a des conversations à avoir pour dire bien, qui arrive à fin de mandat, puis comment est-ce qu'on introduit peut-être une intention nommée et claire sur, bien, si on a ce souci-là, peut-être que ça part de nous-mêmes aussi, puis quelle est la prochaine action qu'on peut faire en cohérence avec cette intention-là. Puis des petites actions comme ça s'accumulent, puis à un moment donné, tu ne mets pas ton équipe dehors parce que finalement, ils ne sont pas représentatifs, mais à chaque
mouvement ou à chaque changement qui arrive, ben, c'est une occasion de se questionner puis d'agir en cohérence avec l'intention, finalement. Puis moi, je suis à la même place que Laurence là-dessus, puis ce que je nommerais souvent, c'est que l'intention, elle est nommée, puis là où ça achoppe, c'est que l'action n'est pas, justement, je lis les mêmes mots, on dirait, là, je veux dire, l'action n'est pas cohérente avec l'intention, tu sais. C'est que là où ça achoppe, c'est que l'action cohérente avec l'intention, là où des fois ça diverge, c'est que l'individu ou le groupe n'est pas prêt à faire le sacrifice pour honorer l'intention. Puis c'est là où on dit on veut plus de diversité, disons, ethnoculturelle, ou on veut une plus grande diversité de genre, mais on va faire prévaloir, quand on vient de prendre le temps de prendre une décision, un autre principe. Donc, le principe, c'est drôle, c'est peut-être le principe numéro 6 là, des énoncés. L'intention d'inclusion, on pourrait dire l'intention de diversité et d'inclusion. Ce principe-là, il devient clé. Parce que c'est comme, est-ce que je vais stick to the plan? Nous, ça nous est déjà arrivé dans une recherche de membres de CA, où il y avait un homme qui était avec un profil extraordinaire que j'adorais. J'avais un beau lien avec lui. Il s'est manifesté pour joindre le conseil. Puis je lui ai dit, ben, c'est parce que oui, mais il manque de femmes sur le conseil. Donc, non, on ne va pas aller avec toi. Et as-tu par contre quelqu'un à nous recommander pour joindre le conseil d'administration? Ils nous ont recommandé sa femme. Ça fait 5 ans que la femme est sur le conseil et est extraordinaire comme membre de conseil. Donc, on peut voir comment à ce moment-là, la petite action, c'était de dire à ce gars-là, ben non, en fait. Et est-ce que c'est une bonne ou mauvaise réponse? Non, mais moi, à ce moment-là, c'était une réponse cohérente avec l'intention de soutenir la diversité dans le contexte de Pour 3 points. Et notre conseil n'est pas encore diversifié comme on le souhaite, mais c'est toujours une évolution qui est axée sur plein de petites actions au quotidien. Moi, quand j'entends ce que tu dis, c'est on ne peut pas le savoir, mais on peut juste essayer. C'est un drôle de paradoxe, hein? Tu ne le sais pas parce qu'il y a des gens de 45 pays qui ont toutes des familles différentes, puis on est tous des humains différents. Tu ne sais pas c'est quoi la réaction, mais tout ce que tu peux faire, c'est d'essayer, puis te tromper, puis de réessayer le lendemain. Moi, c'est ce que j'entends. Puis après ça, les principes aident à se garder responsable à faire ça. Parce que ça, moi, j'ai eu une histoire où où quand j'étais tuteur aux premières années de Pour 3 points, où j'ai réprimandé un jeune d'origine haïtienne qui ne me regardait pas dans les yeux pendant que je lui parlais. Puis je l'ai réprimandé jusqu'à ce qu'il me dise « Ouais, mais monsieur, je veux vous respecter en ne vous regardant pas dans les yeux. » Et ça m'a rappelé que le fait de ne... Et je le savais, mais j'avais oublié que le fait de ne pas regarder dans les yeux... en Haïti, on dit « baisser ta tête, c'est baisse ta tête puis écoute-moi. » Mais moi, j'avais oublié ça. Et il m'a ramené à ma propre culture en me disant que quand je lui ordonnais de lever les yeux, lui, il pensait qu'il me respectait. Et finalement, ça fait le lien avec d'autres principes, mais je pense que c'est qu'on ne le sait pas finalement dans notre position d'autorité. On peut juste être curieux puis faire « Ah, fuck, je suis un peu cave. » Le lendemain, d'être juste plus prudent dans ma manière d'interagir, tu sais. Je pense qu'on a fait le tour, les amis. Fabrice, peut-être que je t'inviterai à repartager ton écran pour la diapositive numéro 15. Oui, puis ce que je dirais aussi, j'aurais deux choses avant de partager mon écran. C'est, en fait, premièrement, ben, merci. Moi, j'ai eu du plaisir à vivre cette expérience-là avec vous. Puis c'est drôle parce que je pense que j'ai hâte d'avoir le feedback des membres de l'équipe parce que finalement, on a juste parlé de ce qu'on pense qui est présent en contexte, mais aucune prétention que c'est ça qu'on vit, tu sais. Et puis que je devrais pas être, j'ai comme un sentiment, pas d'imposteur, mais vraiment de curiosité par rapport à ce que vous aurez à dire sur ça a du sens, qu'est-ce qu'on a dit là, tu sais, puis comment est-ce qu'on peut utiliser ce qu'on a dit pour continuer à construire une intention commune. Et autrement, par rapport à mon partage d'écran, je pense que c'est pas mal sensiblement pour une minorité de personnes dans le groupe, mais peu importe, c'est pas grave. C'est que, en fait, si vous intéressez en fait un peu plus à quels autres modules qui sont offerts dans le contexte de Pour 3 points, il y a des formations de base qui sont offertes, 2 blocs de 3 heures pour s'initier aux notions de base du coaching de Pour 3 points. Donc, c'est vraiment peut-être un peu plus pour les personnes qui font du coaching sportif. Encore là, le deuxième élément, les blocs de départ, 4 rencontres pour approfondir une des thématiques du coaching de Pour 3 points et la mettre en pratique. Puis, il y a le programme de certification dont James fait partie. C'est un programme de 8 mois qui inclut différentes stratégies d'apprentissage,
incluant en fait de l'accompagnement individualisé. Donc, il y a Margot, il y a Virginie qui sont ici, qui offrent en fait cet accompagnement-là. Donc, il y a toute une équipe qui, pour les coachs, est capable de soutenir en fait peut-être certains liens avec ce qu'on a partagé aujourd'hui. J'espère que ça aura été utile en fait cette journée-là avec vous, et que ce midi-là avec vous. Merci, puis merci Laurence, puis merci James. Ouais, merci à vous aussi, merci tout le monde. Moi, j'ai aussi la curiosité des membres de l'équipe, mais je sais que Jérôme a aussi partagé dans le chat le sondage. Donc, on est aussi intéressé à avoir vos commentaires comme participants de votre expérience ce midi. Je ne sais pas, Jay, si tu voudrais repartager le lien. Quelques petites questions, ça prend 2 minutes, puis vos commentaires seraient super appréciés pour nous aider. C'est notre deuxième mi-temps, là, donc on est sur une lancée, puis on veut continuer qu'elle soit pertinente pour vous. Et non, on fait un check-out quand même? Oui, exactement. Je vais enlever la mise en évidence de tout le monde pour qu'on voit tout le monde. Alors, si je supprime ma mise en évidence. Alors, on a l'habitude de faire à pour 3 points en fin de rencontre, en fin de réunion, un check-out. Donc, moi, je veux vous remercier une dernière fois pour d'avoir été là, d'avoir partagé votre heure de lunch avec nous. Puis, le check-out, en fait, c'est que je vous demanderai à tour de rôle de résumer en un mot, peut-être avec quoi vous repartez à la suite de cette mi-temps, dans quel état d'esprit, en un mot, dans quel état d'esprit vous êtes en ce moment. Vous pouvez y aller en style popcorn. Apparemment, c'est une bonne pratique pour cultiver les sentiments de communauté, de faire ça. À ce qui paraît, il y a du monde qui ont dit ça. Je m'arrête là, non? Qui va se lancer? Moi, je vais y aller avec plaisir. Je vous dis d'abord merci à tout le monde. Et ce qui me vient à l'esprit, c'est ça chantonne. Reconnaissante. Curieux d'en savoir plus. Inclusion. Stimulant pour moi. Hopeful. Enthousiaste. Rempli d'un autre layer de questions. Moi, j'ai trouvé ça relaxant, entendre les voix. Fait que je vais comme, je sais pas, je me sens comme relax en ce moment. Des voix, c'est comme, on ne sait pas quoi il parle, mais il parle de quelque chose. C'est des voix. Mais non, au contraire, le contenu m'interpelle, mais il y a un niveau peut-être plus subconscient de relaxation. Fait que c'est comme ça que je me sens. Oh ouais, je blaguais, Élise. Apaisant, donc, Élise, peut-être? Relax, c'est cool. Relax. Moi, j'aurais dit comme William, un petit peu espoir. Est-ce qu'on est cool? J'imagine que ceux et celles qui n'ont pas de leur micro fermé, on va les laisser tranquilles. Manger. Ouais. On nous demande est-ce qu'une autre mi-temps est déjà planifiée? Est-ce qu'on a une date pour la prochaine mi-temps déjà, Jay? On a une date qui va être confirmée officiellement très, très bientôt. Ça va paraître dans les réseaux sociaux dès qu'on va être prêt. Ça risque d'être le 24 mai. Et puis, je ne m'avancerai pas sur le sujet parce que ce n'est pas confirmé à 100%, mais le 24 mai. J'imagine que ceux et celles qui se sont inscrits, on a leur adresse courriel, donc on peut leur envoyer directement. Au-delà des réseaux sociaux, ils vont recevoir un email sur le sujet. J'ai dit le 24 mai, c'est le 24 avril. C'est une par mois. C'est à la fin de chaque mois. Donc, si vous êtes à l'affût de nos activités sur Facebook, etc., à la fin de chaque mois, il y a une mi-temps. Donc, restez à l'affût. Merci beaucoup, tout le monde. Bonne journée. Bye, merci.